Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le Maroc commémore le 20e anniversaire du décès de feu Sa Majesté le roi Hassan II. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a présidé il y a quelques instants une veillée religieuse au mausolée Mohammed V à Rabat. Deuxième baisse des prix du carburant dans les stations-service en moins d'un mois. Le tarif du gasoil a chuté de 49 centimes et celui de l'essence de 30 centimes en raison du recul des cours mondiaux du pétrole. Un cessez-le-feu effectif attendu dans la région de Hodeïda. Cette trêve négociée sous l'égide des Nations Unies devrait entrer en vigueur à minuit, heure du Yémen. Mais pour l'instant, combats violents et raids aériens se poursuivent. Faire un achat utile, c'est le défi que s'est lancé le marché de Noël de Marrakech. Organisé par l'Institut français, les recettes de ces commerces seront allouées à une association qui s'occupe d'enfants cardiaques démunis. Et en ouverture de cette édition, ces images empreintes de recueillement et de spiritualité. Sa Majesté, le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid et de son Altesse, le prince Moulay Ismail, a présidé il y a quelques instants au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse en commémoration du 20e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté, le roi Hassan II. Une veillée marquée par la récitation de versets du Coran et la déclamation de panégyrique du prophète. À cette occasion, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, s'est recueilli sur les tombes des regrettés souverains, feu Sa Majesté Hassan II et feu Sa Majesté le roi Mohammed V. Le souverain s'est également recueilli sur la tombe de feu son Altesse royale le prince Moulay Abdallah. Je vous le disais en titre, c'est une bonne nouvelle en cette période de départ en vacances. Les prix du carburant dans les stations-service ont chuté encore une fois. La baisse est assez importante. Elle est de 49 centimes pour le gasoil et de 30 pour l'essence. Et c'est la deuxième baisse en moins d'un mois. Abdel Fattah Mouben, Salima Benabou. Faire le plein d'essence pèse moins lourd dans le budget cette semaine. Depuis quelques jours, les prix des carburants sont en effet à la baisse. Le samplon a perdu 49 centimes et le diesel 30 centimes. Très bonne nouvelle, c'est beaucoup mieux comme ça. Mieux qu'avant en tout cas. 9 dirhams, c'est toujours mieux que 11 dirhams. À l'origine de cette baisse, les distributeurs qui ont joué le jeu et répercuté les chutes des cours de l'or noir. Le 3 octobre, le baril se négocie à près de 80 $, aujourd'hui à moins de 60. Le prix doit encore baisser, je trouve. 7 dirhams serait l'idéal. En tant que taxi, je trouve que le prix doit encore baisser. C'est un premier pas, mais vous savez, avec mon pouvoir d'achat, ce n'est pas toujours évident. C'est la deuxième baisse des prix du carburant en quelques semaines. Résultat, les prix du gasoil et du samplon ont baissé de plus de 1,50 dirham, de quoi soulager un peu le porte-monnaie. En revanche, dans le secteur gazier, une nouvelle crise s'annonce entre les distributeurs et le gouvernement. L'association de cette corporation brandit la menace d'un débrayage si ses revendications ne sont pas respectées. Ce sont les dispositions de la loi de finances qui ont déclenché cette colère. Les distributeurs devraient, selon la nouvelle législation, facturer toutes les livraisons de bonbonnes de gaz en apposant le numéro de patente de l'acheteur. Nouvelle découverte impressionnante dans l'affaire du réseau de trafic international de cocaïne démantelé ce week-end dans la région de Boujdour. Après avoir trouvé 1 tonne de cocaïne ainsi qu'une ferme servant de base arrière pour la commercialisation de cette drogue, le BCIJ a saisi aujourd'hui des armes à feu et une quantité importante de munitions. Les détails avec Salima Benabou. 3 fusils de chasse, 876 cartouches de calibre 12 mm, 16 plaques minéralogiques et autant de téléphones portables. Voilà dans le détail ce qui a été saisi par les enquêteurs du Bureau central d'investigation judiciaire. L'affaire est exceptionnelle à plus d'un titre, tant par son ampleur que par les moyens et la procédure mise en œuvre. Au terme d'une longue période d'instruction, les agents procèdent à l'arrestation d'un individu de nationalité colombienne. L'interrogatoire les mènera tout droit à cette ferme, dans les environs de Boujdour.
Durant la perquisition, et mis à part le véritable arsenal, ils découvrent des équipements et du matériel aéronautique. 100 litres de kérosène, 3 grandes pompes à carburant, 2 moteurs, 5 générateurs électriques et quelques 2700 litres de carburant dans des conteneurs type baril. Il s'est avéré que ce matériel devait servir aux suspects entrés illégalement au Maroc pour assurer les vols des avions que le réseau criminel prévoyait d'utiliser en provenance d'Amérique latine vers l'Europe et via le Maroc sur des pistes d'atterrissage clandestines. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations autour de Dakhla et de Boujdour à la recherche d'éventuels complices. A signalé également ce crime atroce. Les corps de 2 touristes étrangères, l'une de nationalité norvégienne, l'autre danoise, ont été retrouvés ce matin dans une région montagneuse à 10 km du centre d'Imlil, dans la province d'El Haouz. Les 2 victimes portent des signes de violence à l'arme blanche. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les circonstances de cet acte criminel. Dans l'actualité internationale, les armes devraient se taire dans près d'1 heure et demie à Hodeïda au Yémen, où il sera minuit. C'est l'heure de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu conclu jeudi dernier à Stockholm en Suède entre le gouvernement et les rebelles houthis. La deuxième étape sera le retrait des combattants de cette ville où transite l'essentiel des importations du pays. Samira Chouani. La ville de Hodeïda couvrant près de 600 000 habitants est depuis 4 ans sous l'influence des rebelles houthis. Le cessez-le-feu annoncé jeudi dernier n'entrerait finalement en vigueur qu'à partir de ce soir minuit. L'accord a été conclu en Suède entre les délégations du gouvernement et les rebelles. Les dirigeants des différents partis ont signé cet accord de paix qui est vraiment de bon augure pour les citoyens de Hodeïda. Après tout ce qu'ils ont déjà subi, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. La situation s'améliorera et cette réconciliation sera en faveur des habitants. Les choses redeviendront comme avant. Nous pourrons ramener de nouveau nos enfants à l'école. Le prix du pétrole baissera et la situation sera meilleure. De violents conflits se sont poursuivis ce week-end et des combats sporadiques ont encore eu lieu aujourd'hui dans cette région devenue ces derniers mois le principal front du conflit yéménite. Hier au forum de Doha, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a dit espérer la paix dans Hodeïda et au Yémen, pays qui selon ses termes vit aujourd'hui la pire crise humanitaire du monde. La guerre au Yémen a fait au moins 10 000 morts et des millions de personnes sont menacées de famine. C'est un pari international qui tente de sortir un autre pari international de son isolement. Le président soudanais Omar el-Bashir a rendu visite aujourd'hui à Bachar el-Assad à Damas. C'est la première fois qu'un dirigeant arabe dans le pays rend visite à Bachar el-Assad en Syrie depuis le déclenchement de la guerre en 2011. Et c'est la deuxième visite en 2 ans de Omar el-Bashir dans la région malgré le mandat d'arrêt international lancé contre le chef d'État soudanais. La punition collective, c'est ce qu'utilise inexorablement l'armée israélienne pour répliquer aux attaques des Palestiniens. Tsahal a eu recours encore une fois à cette riposte ce matin. Elle a démoli la maison de la famille d'un Palestinien accusé par l'État hébreu d'avoir tué 2 Israéliens la semaine dernière. Les affrontements ont éclaté entre forces israéliennes et palestiniens à Tulkarem, au nord de la Cisjordanie, où se trouve la maison rasée par les pelleteuses de Tsahal. Et puis, nous avons appris il y a quelques instants que l'Assemblée générale de l'ONU a adopté à une très grande majorité le pacte mondial sur les réfugiés, un texte visant à améliorer leur gestion internationale. La résolution sur ce pacte sur les réfugiés, qui a suscité moins d'enthousiasme que celui sur les migrations, a été approuvée par 181 pays. 2 ont voté contre, ce sont les États-Unis et la Hongrie, et 3 se sont abstenus. Il s'agit de la République dominicaine, l'Érythrée et la Libye. Nous revenons au Maroc avec la page santé. Le taux de mortalité infantile a atteint 13 pour 100 000 naissances cette année, soit une baisse conséquente de l'ordre de 38% en l'espace de 7 ans. Quelles sont les raisons de cette amélioration? Les réponses avec Malim Amlal et Rachid Halawi. Selon les dernières statistiques de l'ONU, 1600 bébés naissent quotidiennement au Maroc. De 2011 à aujourd'hui, le taux de mortalité infantile a enregistré une baisse de 38%, soit la plus importante dans l'histoire du pays. La mortalité maternelle a diminué de 35%.
On est ainsi passé de 112 décès à 72 pour 100 000 naissances, et ce à fin 2018. Que ce soit pour les sages-femmes lors des accouchements ou les médecins lors des contrôles médicaux effectués sur les bébés, la formation du personnel de santé a également fortement contribué au recul de la mortalité des nouveau-nés. J'ai été très bien traité par les médecins, tout a été fait pour que ça se passe bien pour mon bébé. Les médecins ont réalisé des prises de sang, ont contrôlé le poids de l'enfant. On est là pour veiller à ce que les bébés n'aient pas de problème de santé, ne souffrent pas d'hypertension, on veille au taux de prévalence en sucre. Tout ce qui concerne l'état général de santé des nourrissons et des mamans est vérifié. La mortalité néonatale a également enregistré une baisse importante ces 7 dernières années. Elle est passée de 36 à 14 décès pour 1000 naissances. Et nous restons toujours dans le domaine médical avec des troubles qui touchent un grand nombre d'enfants, des difficultés à lire, à écrire et à calculer, ou ce qu'on appelle dans le jargon médical dyslexie, dyspraxie et dyscalculie ne sont pas des fatalités. Contrairement aux idées reçues, ces troubles ne sont pas d'ordre cognitif, mais bien un déficit neurologique qui peut être soigné. Nous allons voir dans ce reportage de Samira Chtouani et Mohamed Magri que le diagnostic et la prise en charge sont des outils précieux pour aider l'enfant. Des millions d'enfants dans le monde sont atteints de troubles d'apprentissage que l'on nomme les troubles 10, le plus connu étant la dyslexie, le trouble de la lecture et de l'écriture. Et c'est chez l'orthophoniste que ces enfants apprennent à surmonter leurs difficultés. Lorsque la maîtresse me demandait de lire le texte, je n'y arrivais pas. Par exemple, on me dit de lire arrivé, des fois je lis arrivé. Chaque fois que je dois faire quelque chose et que je n'y arrive pas, la maîtresse elle est toujours là et j'ai pas beaucoup de difficultés. Les seuls chiffres connus sont les prévalences qui peuvent dépasser les 10% d'enfants atteints dans chaque pays. Le plus souvent, ce sont les enseignants qui alertent les parents. Je comprenais pas, je savais pas que c'était pas normal qu'ils ne tiennent pas le stylo, qu'ils ne sachent pas faire les premières lettres et tout. À la première école, ils n'ont pas su, donc c'était toujours de mauvaises notes, on avait des difficultés. J'ai changé d'école et c'est grâce à la deuxième école, ils m'ont averti comme quoi il est dyslexique. Je voudrais expliquer que ces séances d'orthophonie lui ont fait mûrir d'un certain côté, lui ont donné une grande force en lui-même. Les spécialistes rassurent, un enfant atteint d'un trouble 10 possède une intelligence normale. Alors si on remarque que notre enfant n'arrive toujours pas à lire, à reconnaître les lettres, à les déchiffrer, à les rassembler pour en former un son, à ce moment-là, il faut se poser la question comment ça se passe, pourquoi il est en retard, pourquoi il y a un problème. Donc de préférence, il faut voir un spécialiste le plus tôt possible pour diagnostiquer ou écarter un trouble 10. Une fois le trouble diagnostiqué, une stratégie de rééducation est alors mise en place pour assurer à l'enfant un cursus scolaire normal. Le sport, c'est ce que préconisent tous les médecins pour aider à prévenir certaines maladies. Et c'est le football qu'a choisi l'association Ruban Rose afin de sensibiliser au cancer du sein. Il a organisé un match de football exclusivement féminin à Casablanca. Rita Saha, Youssef Rassi. Ces amoureuses de sport attendent avec impatience les résultats du tirage au sort. Une fois leur nom pioché, elles connaîtront leur équipe. Femmes atteintes de cancer du sein, médecins, footballeuses, actrices, journalistes, toutes ont enfilé le maillot pour la bonne cause, le temps d'un tournoi de football. C'est une cause très 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 importante, il faut toujours être là, il faut toujours soutenir, il faut toujours dire qu'il faut aller faire le dépistage, il faut toujours dire qu'il y a une vie après le cancer. C'est toujours un plaisir de participer à ce genre d'événement et en plus c'est l'occasion aussi de sensibiliser les femmes surtout pour le dépistage du cancer de sein. Moi et mon équipe, ça nous fait énormément plaisir d'être là pour les femmes, pour les soutenir. Après un cours de Zumba et quelques échauffements, toujours dans la bonne humeur, place aux choses sérieuses. Ces sportives d'un jour pour certaines immortalisent le moment avant de taper dans le ballon rose. Un bel instant de partage qui a permis aux guerrières de se surpasser le temps d'une rencontre.
كنحس براسي فرحانه كنحس براسي زعما جو سي بلو مالاد كنحس براسي بحال الا سي اون استوار اللي دازت هذه مده ما بقيتش كنفكر كاع في لا مالادي. Le sport est prescrit par les médecins. Il est très important qu'une femme bouge pendant ses traitements, après ses traitements. Donc nous avons décidé d'organiser ce tournoi de mini-foot. On n'est pas là pour gagner un match de foot, on est là beaucoup plus pour taper dans un ballon rose avec une guerrière, une femme qui s'est battue pendant un moment, qui s'est battue pour une vie en rose. Ensemble, grâce à leur esprit d'équipe et surtout leur solidarité, ces amis du ruban rose ont récolté des fonds pour venir en aide à cette association qui soutient les femmes malades et leur permet de lutter pour la vie tout en gardant le sourire en toutes circonstances. Le marché de Noël, c'est la nouvelle tendance au Maroc en cette période de l'Avent. Les commerçants ont facilement réussi à inscrire cette période dans le calendrier des poussées de fièvre acheteuse des Marocains. Le marché de Noël de Marrakech tente de joindre l'utile à l'agréable. Organisé par l'Institut français, ces recettes seront reversées à une association qui prend en charge des enfants cardiaques démunis. Reportage Isa Charqi, Mohamed Chaib. Faire rimer solidarité et fête de fin d'année, c'est le principe de ce marché de Noël. Un espace qui a attiré hier plus de 1000 visiteurs, des petits et des grands qui étaient à la recherche du cadeau parfait. Un cadeau qui permet de faire d'une pierre deux coups, faire plaisir d'une part et faire preuve de solidarité d'autre part, puisque les bénéfices des ventes seront reversés à une association qui vient en aide aux enfants cardiaques démunis depuis presque 10 ans. Notre association a organisé ce marché de Noël afin de collecter des fonds qui permettront d'opérer des enfants cardiaques. Nous avons beaucoup de stands qui peuvent être associatifs et qui viennent partager des produits, des cadeaux pour Noël. Et en même temps, c'est une vraie fête pour les enfants. Le marché de Noël, c'est avant tout une ambiance. L'ambiance de fête, les odeurs et les senteurs. Artisans, créateurs et commerçants, plus de 100 exposants ont participé à ce marché de Noël. Je participe au marché de Noël, événement caritatif. Cet événement se fait dans la joie et la bonne humeur. Et je suis très content d'être à ce marché de Noël. Noël est aussi synonyme de musique avec ses airs de gospel. Hier à l'Institut français, tous les ingrédients étaient réunis pour faire rêver les visiteurs. Une fois encore, la magie de Noël a opéré. Grâce à cette atmosphère unique et l'esprit de solidarité, l'association Bénévoles sans frontières, à l'origine de cette initiative, a permis à plus de 220 enfants cardiaques de bénéficier d'opérations. Et nous terminons ce journal avec les images de Miss Univers, la plus belle femme du monde et Philippines. C'est un jury exclusivement féminin qui a décerné à Catriona Gray, 24 ans, diplômée de musicologie, la précieuse couronne à Bangkok en Thaïlande. C'est pour la première fois en 67 ans qu'existe la compétition, qu'aucun homme ne figure dans le jury. La plastique n'était pas le seul critère de sélection. Les plus de 90 participantes au concours ont aussi été interrogés sur le mouvement MeToo, la législation de la marijuana ou la crise des réfugiés à travers le monde. Take your first walk as Miss Universe. Très belle, en effet. Voilà pour l'information d'aujourd'hui. Je vous rappelle l'un des principaux titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé il y a quelques instants au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse en commémoration du 20e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II. Voilà pour l'information de ce lundi. Merci de votre fidélité. Le prochain point sur l'actualité en langue arabe avec Hicham Ralfaoui. Excellente soirée à tous. À demain.